L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Bibliosanté, coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Bibliosanté vous offre 16 cahiers thématiques conçus pour vous accompagner dans votre parcours santé. Chaque cahier présente des ressources validées, incluant des organismes spécialisés, des sites web utiles et des suggestions de lecture et de films. Tout est soigneusement sélectionné par des bibliothécaires diplômés. Alors visitez Bibliosanté pour explorer toutes les thématiques disponibles. Vous pouvez également visiter une bibliothèque participante. Je laisse les liens sur les notes de balado et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environnex. Monsieur le Président, je suis heureux que le ministre parle de disponibilité. En Outaouais, il va y avoir une salle d'opération pour une population de 500 000. Et c'est ironique parce que cette fin de semaine, le gouvernement a payé une pleine page de publicité. Et je me permets de citer la phrase, là, « L'objectif est clair, on veut que les médecins soient disponibles quand les patients en ont besoin. » Ben, moi, je peux vous dire une chose, les patients de l'Outaouais, ils ont besoin de se faire opérer maintenant. Les médecins sont disponibles maintenant et c'est le réseau de la santé qui est géré par M. le ministre qui ne fait pas sa partie du contrat. OK. En introduction, vous aviez le Dr Wang Duong, qui est sur le conseil d'administration de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Mon collègue était en audition pour le projet de loi 106 qui vise à revoir la rémunération des médecins. L'intervention du Dr Duong visait à souligner à quel point l'Outaouais était dépourvu au niveau de l'offre de soins. Et cela cadre tout à fait avec mon invité de cette semaine, Dr Farah Pérodin, qui a quitté la région il y a quelque temps pour s'installer à Laval en raison effectivement de la détérioration de ses conditions de pratique et du fait qu'elle ne pouvait plus offrir des soins de qualité à ses patients. Je vous invite donc à écouter l'entrevue avec Dr Pérodin et vous réaliserez ainsi qu'au Québec, il y a une inégalité profonde au niveau de l'offre de soins à même le réseau public. Bonne écoute. Farah, bon matin. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien toi? Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. On ne fera pas comme si on ne se connaissait pas, donc on se connaît depuis longtemps. On travaille ensemble à l'Association québécoise de chirurgie au niveau du développement professionnel continu. Puis, on va se voir bientôt d'ailleurs en réunion, mais donc la raison pour laquelle je voulais te parler, c'est parce que tu as quitté l'Outaouais récemment, donc, puis on dirait que ça se parle pas beaucoup dans la population, mais l'Outaouais, c'est un peu le parent pauvre du système de santé québécois, je pense, là. Souvent, quand on parle région éloignée, on pense Côte-Nord,
Saguenay ou autre, mais j'ai toujours trouvé que l'Outaouais était un peu le grand perdant là-dedans. Donc, je sais pas comment toi tu percevais ça ou... Ben oui, et merci de l'invitation, puis merci parce Merci. qu'effectivement, il y a une catastrophe de santé qui se passe en Outaouais, puis j'en entends pas parler, sauf par les gens à qui je parle, des gens avec qui je suis encore en contact là-bas, mais dans les médias, ça ne parle pas. On a parlé effectivement de l'Abitibi, de la Côte-Nord, puis même à ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est comme si ça passait dans le cycle médiatique, puis il n'y a rien qui se passe, mais c'est le système de santé public là, qui est mis à mal. Puis je suis contente si on est capable d'attirer un peu d'attention sur le phénomène parce que oui, l'Outaouais, c'est sûr que c'est pas le seul endroit au Québec où ça va mal, mais ça va particulièrement mal en Outaouais. Puis c'est surprenant parce que c'est une région qui est quand même très populeuse. On a la quatrième ville en importance au Québec, qui est Gatineau. C'est une ville qui a beaucoup de population puis beaucoup de besoins en santé. Puis c'est un endroit qui est sous-financé de façon chronique puis qui on dirait qu'il passe dans le beurre parce que c'est pas un enjeu politique. Parce que les gens oublient que l'Outaouais existe, peut-être à cause de la proximité de l'Ontario, les gens se sentent moins connectés. Mais il faut en parler parce que ça va mal. Mais disons, avant de parler de ce qui va mal, parlons de ce qui va bien. Qu'est-ce qui t'a amené à t'installer en Outaouais il y a une quinzaine d'années? C'était une opportunité de carrière, tout simplement. Je n'avais pas d'attache en Outaouais du tout. Moi, je suis une fille de la banlieue de Montréal. Je viens d'Île-Perrot. J'avais fait ma médecine à Montréal, puis ensuite ma résidence à Sherbrooke. Puis quand je suis rendue à R3, R4, vraiment d'essayer de se placer professionnellement. Puis mon conjoint qui habitait à l'époque aux États-Unis, c'était un problème de savoir où est-ce qu'on allait pouvoir se retrouver ensemble. Puis il y avait un poste ouvert en Outaouais, puis il y avait une opportunité de travailler à Ottawa. Donc les astres se sont alignés comme ça. Puis j'ai fait un stage quand j'étais dans ma 4e année de résidence à l'hôpital de Gatineau. J'avais beaucoup aimé le milieu puis l'équipe. Puis j'ai pu avoir un poste là-bas. Ça s'est passé un petit peu comme ça, un peu par hasard. OK. Puis, parle-moi de ta pratique en début de carrière. Donc, 15 ans, ça veut dire on recule 2010 à peu près. Là, de quoi ça avait l'air, disons, comme conditions de pratique, qualité de vie? Oui, c'était un beau milieu de pratique. J'étais dans un endroit où j'avais une équipe, on était 6 chirurgiens à ce moment-là. Donc, les gardes revenaient une fois par semaine. J'avais au moins une salle d'opération par semaine. J'avais accès à la chirurgie mineure une fois par semaine. On avait accès aux cliniques externes. On avait un bureau privé, les chirurgiens généraux ensemble. Puis ça fonctionnait quand même très bien. Il n'y avait pas de frustration particulière. Là. On avait un étage de chirurgie où on pouvait hospitaliser nos patients. C'est sûr que il n'y a aucun système qui est parfait, mais moi, j'étais très satisfaite en début de pratique. On avait eu des enjeux en pathologie où on manquait de technologues. Il avait fallu qu'on envoie nos spécimens en Ontario pendant un bout de temps. Mais ça a fini par se régler. Donc, somme toute, je trouvais que j'avais un très beau début de carrière. J'avais une pratique qui convenait à ce que je voulais. J'avais une grosse patientèle de cancer du sein, aussi du cancer du côlon, des hernies, des vésicules, du mélanome. Tu sais, c'est assez varié pour de la chirurgie générale. On avait toutes les ressources dont on avait besoin pour faire ça. Il n'y avait pas d'enjeu particulier. Pour un bassin de population de combien à l'époque, à peu près? Te rappelles-tu? C'était à peu près 400 000 personnes. Quand même, OK. Parce qu'on avait Gatineau, de l'autre bord de la rivière des Outaouais, ça allait à l'hôpital de Holm. On avait Gatineau, puis tout ce qui était à l'est de la rivière des Outaouais jusqu'à Montebello à peu près, qui drainait vers l'hôpital de Gatineau, puis les petits hôpitaux périphériques où on travaillait aussi. OK. C'est quand même donc 6 chirurgiens à Gatineau, puis à Holm. 5. Donc 11 chirurgiens en Outaouais. En 2010. À ce moment-là, OK. Oui, ça en est rajouté d'autres par la suite, mais à ce moment-là, c'était comme ça. OK. Puis, toi, j'imagine, quand tu étais là dans ta tête, c'était pour toujours, là, ou tu t'étais dit peut-être, je vais peut-être m'en aller un jour. J'avais pas la notion que tu cherchais, là, tu sais, puis on se voit quand même fréquemment. Ouais. Effectivement, j'ai commencé là-bas, puis moi, dans ma tête, j'étais là-bas, puis j'allais travailler jusqu'à ma retraite. J'avais pas l'intention de partir du tout. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, on a commencé à perdre des ressources, surtout des ressources humaines. OK. On a perdu beaucoup d'infirmières. Il y avait beaucoup un gros roulement parce que veux pas, le gros éléphant dans la pièce, c'est Ottawa, qui est juste à côté, qui est à 10 minutes là, de l'autre bord du pont.
Puis Ottawa a toujours offert des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de salaire pour le personnel infirmier, surtout, puis les technologues, puis tout le personnel paramédical. Donc, il y avait toujours du roulement, mais on réussissait quand même toujours à attirer des gens à l'hôpital de Gatineau. Mais on dirait que ça, avec le temps, ça s'est détérioré. Les infirmières allaient plus volontiers vers Ottawa. Il y a le gouvernement fédéral aussi là, qui offre des bonnes conditions de travail avec des très, très bons bénéfices marginaux. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ont basculé pour devenir fonctionnaires ou travailler pour Santé Canada. Puis, le développement du privé des CMS aussi ont puisé quand même pas mal de ressources infirmières là, du réseau de la santé. Donc, peu à peu, là, on a commencé à perdre plus de monde qu'on était capable d'en attirer. Puis là, ça a fait en sorte on a dû fermer des lits à l'étage, puis on a dû commencer à couper des salles d'opération parce qu'on a perdu beaucoup de personnel du bloc opératoire. Donc déjà, avec les années, je te dirais qu'à partir de 2017, là, les conditions commençaient à devenir plus difficiles. En 2019, là, le gouvernement provincial a reconnu que l'Outaouais était sous-financé par rapport au reste du Québec à l'unanimité, puis qu'il fallait faire quelque chose, mais rien n'a jamais été fait. Puis là, ça devenait déjà frustrant comme condition de travail. On n'était pas capable d'avoir des salles d'opération en quantité suffisante ou dans des délais suffisants ou avoir accès à tous les examens, les rendez-vous en temps opportun. Puis là, la pandémie est arrivée, puis ça s'est effrité. Là. Mais dis-moi donc, ce que tu me racontes là, ça a toujours été un enjeu, toi, là, comme la menace de Ottawa, tu as toujours connu ça, puis ça s'est simplement aggravé avec le temps. Oui, c'est mon impression. Je pourrais pas dire pourquoi exactement c'est devenu pire avec le temps. Je sais pas si les conditions se sont améliorées à Ottawa ou se sont détériorées en Outaouais ou les deux ensemble, mais il y a eu un effet net de migration vers Ottawa ou en tout cas à l'extérieur du système de santé d'Outaouais. Est-ce que tu sais si les conditions de travail à Ottawa sont meilleures que dans le reste de l'Ontario? Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment une suroffre un peu malhonnête qui est faite de l'autre côté de la rivière, justement, pour... Je pourrais pas commenter sur Ottawa par rapport au reste de l'Ontario. OK. Mais définitivement, Ottawa par rapport à l'Outaouais, puis je sais même que Ottawa offrait des primes d'installation, des primes de recrutement aux infirmières qui faisaient en sorte que c'était, en plus d'un meilleur salaire, puis moins de temps supplémentaire obligatoire, puis un meilleur traitement qui faisait en sorte que c'est très alléchant. Puis aussi pour tout ce qui est la partie des ressources étrangères, des immigrants, des gens qui attendent leur résidence permanente, on avait quand même un gros bassin de cette population-là qui venait porter main forte dans le système de santé, les infirmières, des préposés. Pour avoir sa résidence permanente au Québec, ça prend des années. Puis pour avoir sa résidence permanente en Ontario, ça prend des mois. Okay. C'est sûr que de ce côté-là, on ne peut pas blâmer quelqu'un de dire, écoute, je vais des meilleures conditions pour avoir ma résidence plus rapidement de l'autre bord de la rivière, mais c'est sûr que les gens ne sont pas fous, ils vont y aller. Mais, et en même temps, tu me corrigeras, mais c'est difficile d'envoyer ses patients en Ontario, ou de faire traiter ses patients à Ottawa, c'est comme plus une tâche insurmontable. Là, Il y a certaines ententes pour des services qui ne sont pas disponibles au Québec, comme l'Institut de cardio. Il n'y a pas de chirurgie cardiaque du côté du Québec en Outaouais. Okay. Le CHIO, qui est l'hôpital pour les enfants, il y avait des ententes dans ces deux hôpitaux-là. Puis certains hôpitaux comme l'hôpital Montfort prenait des patientes pour accoucher de l'Outaouais. Mais à part ces certaines ententes-là, à moins d'être dans l'hôpital puis d'avoir une situation qui est mortelle ou très préjudiciable à très court terme, les patients vont être retournés du côté de Gatineau. Là. Les hôpitaux d'Ottawa refusent cette patientèle-là de façon générale. Ils vont aller voir à l'urgence, mais s'ils ont besoin d'un spécialiste puis que le patient n'est pas en train de mourir sur place, il va être transféré. Puis vous, votre corridor, si je ne m'abuse, c'est plus le McGill ou le CUSUM? C'est McGill, oui. OK. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart,
Ces complications sont réduites à moins de 1 %. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Puis là, tu me disais que ça s'est détérioré tranquillement. Ça s'est détérioré jusqu'au printemps 2020. Puis ça a été comme l'effondrement un peu? Ou Ça a été l'effondrement. C'est sûr que dans tout le système de santé, il y a eu des gros changements au printemps 2020. Il y a eu une grosse redistribution des équipes pour les étages COVID, les soins intensifs. Toutes les activités électives ont été comme mises sur le côté. Nous, la façon que ça nous a affecté principalement, c'est au bloc opératoire. Puis j'imagine que ça a été vrai un peu partout, mais des infirmières qui étaient au bloc opératoire depuis toujours, depuis des années, des décennies, qui soudainement se sont retrouvées sur des étages, alors qu'elles n'avaient pas fait de soins d'étage depuis longtemps, contre leur gré, ou qui ont été transférées dans l'autre hôpital ou aux soins intensifs. Puis ça a vraiment brisé les équipes. On a perdu beaucoup de personnel à cause de ça. En sortant de la pandémie, on a perdu énormément de personnel qu'on n'a pas retrouvé. Avant la pandémie, les effectifs n'étaient pas comblés complètement, par exemple, au bloc opératoire de Gatineau. Mais en sortant de la pandémie, c'était moins de 20 % du personnel du bloc opératoire qui restait. En chiffre absolu, disons, là, pour que les gens comprennent bien. Là. On avait à peu près une quarantaine de postes combien de salles, disons, quotidiennes? 7 salles. 7 salles? On avait 7 salles au quotidien, on avait une quarantaine de postes, puis on avait 9 qui étaient comblés. Le reste, on essaie de combler avec des retraités qui venaient porter main forte dans des horaires de jour. Là. Puis heureusement, parce que ça permettait de garder des salles ouvertes, mais pour les soirs des fins de semaine, la saison estivale, on ne peut pas s'attendre que les retraités restent. Donc, on est passé tranquillement de 7 salles. C'est pas vraiment ça avant la pandémie, on roulait probablement plus à 5 ou 6 salles là, parce qu'il manquait déjà de personnel, mais après la pandémie, on était rendu, quand ça s'est stabilisé, à 3 ou 4 salles par jour. Puis quand j'étais partie, là, c'était rendu 2 ou 3 salles par jour. Et même pendant l'été, si je ne m'abuse, une salle peut-être? Ou Mais toi, tu avais déjà quitté, là, mais pour avoir vérifié avec des collègues? Oui, je sais que ces temps-ci, même cet été, ils ont roulé des fois à 1 ou 2 salles par jour. Quand même. Puis... toutes les spécialités confondues. C'est ça, parce que vous êtes en chirurgie, mais il y a combien de chirurgiens, disons, à Gatineau? Le total, le sais-tu? À peu près? Ortho, gynéco? Cette spécialité chirurgicale, je n'ai pas compté le nombre de chirurgiens, là, mais en 6 spécialités, on doit être au moins une quarantaine, si pas plus. Donc, ça veut dire que dans les derniers mois ou à Gatineau, on peut dire que pour 40 chirurgiens, il y avait au maximum 2 salles d'opération par jour. Oui. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Puis moi, je suis partie, j'étais une des premières à être partie au bloc opératoire, mais depuis que je suis partie, il y a d'autres chirurgiens qui sont partis, notamment le département de chirurgie plastique. Ils étaient 6 chirurgiens plasticiens, puis il en reste un. Incroyable. Oui. OK. Mais tu as écrit un article dans la presse quand tu as quitté... ou décidé de quitter. Je pense que tu étais déjà rendu à Laval, là, donc ton niveau au milieu de pratique, mais puis tu racontes bien dans l'article que c'est plus que l'accès au bloc opératoire. Les pénuries, là, c'était... Le bloc opératoire, c'est ça qui est le plus... Toutes les sphères. C'est le plus visible. Mais oui, c'est plus large que ça. À l'urgence, ils fonctionnent à moins que 40 % de leurs effectifs. Sur les étages, ils ont perdu à peu près au moins 50 % des effectifs aussi. L'étage de chirurgie générale, où on hospitalisait les patients, a carrément été fermé. Les patients sont redistribués sur des autres étages où on a perdu l'expertise des infirmières qui étaient bonnes en chirurgie. Là, les infirmières qui sont là font ce qu'elles peuvent, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles aient une expertise dans tout. Fait qu'on a perdu cette expertise-là. Au niveau de la radiologie, les technologues sont partis. On a dû fermer la résonance magnétique à l'hôpital de Gatineau. Les scans fonctionnent à moitié. C'est difficile d'avoir des examens. Le personnel aussi clérical, puis le personnel à la préadmission, tout ce roulement-là est difficile. Il y a beaucoup de roulement de personnel, donc il y a beaucoup de frustration parce que les choses ne sont pas faites
de façon optimale. Les soins intensifs, la même chose. C'était des soins ouverts, mais là, il manque de lits. À toutes les étapes du parcours, il manque du monde. On n'a pas assez de gens pour faire rouler cette grosse machine-là, mais on ne manque pas de patients. Ça, les patients, ils viennent, puis ils vieillissent, puis la population grossit, puis l'offre de services fait juste diminuer, puis la qualité ne veut pas diminuer quand tu perds tout le personnel qui a de l'expertise puis de l'expérience, puis qui s'en va ailleurs, puis qu'on a tellement de roulement de personnel. Donc oui, à chaque étape, il manque du monde, chaque étape est frustrante. C'est les patients qui finissent par payer. Puis, tu me corrigeras, mais ça veut dire que toi, lorsque tu vois des nouveaux patients, tu passes tes journées à leur expliquer que ça va être long. Même des patients qui ont des cancers, leur dire qu'ils vont devoir attendre. Puis... Oui, ça faisait partie de c'est une détresse morale là, de voir un patient. Tu vois ton patient à ton bureau, puis quand il a déjà passé la porte de ton bureau en chirurgie, on est déjà en retard. Okay. Il y a déjà eu du retard pour faire ses investigations, déjà eu du retard pour avoir sa coloscopie ou pour avoir son scan ou pour avoir son rendez-vous. Juste quand tu parles, je m'excuse, quand tu parles de délai, juste pour que les gens comprennent bien là, en termes de délai, là, parce que dans un monde idéal, on le sait que c'est pas une urgence vitale, le cancer, mais les patients veulent que ça aille vite, puis je comprends, là, mais toi, tu parles de semaines, de mois, ou... Si on part du début, disons, là, on est au chirurgien, nous, le patient qui aurait du sang là, en allant à la toilette, là, mettons du sang dans les selles pour qu'il y ait sa coloscopie. Mais ça, la coloscopie, ça fonctionnait quand même assez bien pour avoir sa coloscopie, mais mettons que tu le vois, il y a eu sa coloscopie, puis on le voit au bureau assez rapidement, mais après ça, si tu as besoin des tests, tu as besoin d'avoir son scan, tu as besoin d'avoir ses bilans, bien là, ton scan que tu peux avoir en dedans de 2 semaines, par exemple, peut-être va te prendre 1 mois et demi à avoir. Si tu veux vraiment l'avoir rapidement, il faut que tu fasses plusieurs appels en radiologie. Puis on avait des secrétaires qui faisaient ça, mais qui se faisaient revirer de bord souvent, donc on devait appeler en radiologie pour accélérer les choses. Puis là, bon, tu as ton scan, tu as tes investigations, tu vois le patient, puis là, il faut que tu le cédules pour le bloc opératoire. On sait que pour un cancer, on veut qu'il soit cédulé idéalement dans le 28 jours. Mais là, pour avoir le 28 jours, c'était juste une salle d'opération dans le mois ou 2 salles d'opération dans le mois, puis ils sont déjà toutes remplies avec des gens qui ont des cancers aussi. Là, à un moment donné, il faut jouer à Tetris. Tu regardes toute ta liste. Quel cancer est plus urgent que l'autre? Puis jouer avec ces enjeux-là, puis c'est tout sur des fichiers Excel, mais c'est la vie du monde. C'est des gens qui ont des cancers, ils ont tous des cancers, c'est tout grave. Il faut essayer de trouver chez qui ça va être plus préjudiciable que l'autre t'attendre. Donc là, ça, c'était difficile. Des fois, on essayait d'envoyer des gens avec des cancers colorectaux au CHUM. On avait une entente avec quelques chirurgiens là-bas, mais eux aussi sont débordés, puis ils ne peuvent pas accepter toute la population de l'Outaouais. Donc, ça devient difficile. Donc là, oui, il faut parler aux patients, puis les patients qui appellent, puis qui rappellent quand est-ce que je vais avoir mon examen, quand est-ce que je vais avoir mon opération, ils sont stressés, puis on les comprend. Là, nous, de notre bord, on dit, c'est pas que je ne veux pas vous opérer, c'est que je ne peux pas vous opérer sur ma table de cuisine, j'ai besoin de machine, j'ai besoin de système, j'ai besoin qu'il y ait un lit après l'opération, j'ai besoin que... tout ça, ça devenait jour après jour après jour, ça c'était mon quotidien, puis celui de tous mes collègues, de devoir s'excuser aux patients, de devoir dealer avec la responsabilité, parce que même si on n'a pas de ressources, on est quand même responsable de ce qui se passe avec nos patients. Ça devient difficile, c'est un peu pour ça que je fais. Tu parlais de détresse morale, tu sais, parfois je trouve qu'il y a une absurdité dans ça, parce qu'effectivement, on se retrouve à s'excuser pour une chose pour laquelle on n'a aucune responsabilité et sur laquelle on n'a aucun contrôle, là. Donc, ça fait partie, je pense, des enjeux. Quand tu parlais de détresse morale tout à l'heure, je pense que c'est le bon terme. Puis quand tu cédules ton patient au bloc opératoire, évidemment, là, tu compétitionnes pour que les gens comprennent bien, pas nécessairement seulement avec tes collègues chirurgiens qui ont aussi des cas de cancer, mais tu peux compétitionner avec l'orthopédiste qui a des prothèses de hanche à faire, j'imagine. Ça devait être aussi un combat un peu, une source de conflit ou comment... Quand il y a si peu de ressources, là. Ben, tout le monde comprend qu'on est dans le même bateau, puis j'ai pas vu de conflit interpersonnel de chirurgien à chirurgien. C'est sûr qu'on allait voir les gens à l'administration, à la planification chirurgicale pour dire, écoute, j'ai ce patient-là, j'ai vraiment besoin de l'opérer. Essaye de me trouver un trou quelque part. Puis des fois, on se retrouvait à faire des demi-journées. OK, ben, tu vas faire la demi-journée du matin, puis l'ORL va faire sa demi-journée l'après-midi, ou des compromis comme ça, pour essayer d'avoir des délais acceptables. Même à ça, ça dépassait quand même. Mais c'est vraiment jouer à un jeu de Tetris. Plus que la moitié du temps,
de mon travail, c'était pas de voir des patients puis de faire des plans de traitement puis les rencontrer, c'était juste d'essayer de trouver comment faire logistiquement pour que les patients aient leurs bons soins. C'est ça. Je n'étais pas toute seule là-dedans. Là. Tous les chirurgiens puis at large, tous les médecins du système sont pris un peu avec cette situation-là. Ça peut certainement expliquer. Je peux comprendre si tu me dis que les plasticiens sont partis ou notamment. Là, mais pour les plasticiens, c'était encore pire parce que les plasticiens ne font généralement pas de cancer, donc c'est sûr, eux, leur temps électif a été coupé. Il n'y en avait quasiment plus du tout. Donc, ils voient un patient sur une garde pour une fracture, je ne sais pas, puis qu'ils devraient l'opérer en dedans de 2 semaines. Ils n'ont pas de salle d'opération, puis on ne leur en donne pas. Puis sur le temps d'urgence, le soir, la nuit, aussi, on était tellement en manque de personnel qu'on ne pouvait pas opérer toutes nos urgences parce que là, il fallait sélectionner quelle urgence on devait faire. Puis les cas de plastique, c'était jamais considéré assez urgent pour daigner les faire de soir ou de nuit. Donc, les plasticiens se sont frustrés avec raison, puis la plupart sont partis, il en reste juste un. Mais je ne sais pas aussi si vous avez eu les mêmes contraintes que nous, mais pour faire attention, pas trop opérer la nuit non plus, parce que c'est le personnel qui travaille le lendemain. Donc, mais c'était pas le même personnel qui travaillait le lendemain. Il y a tellement peu de personnel que de nuit, c'est sûr que c'est des urgences qui sont occupées. Là, Gatineau, il y a une grosse population, il y avait beaucoup de gens, donc ces gens-là étaient régulièrement brûlés la nuit, puis ça pour essayer de garder le personnel en place, on essayait de pas trop opérer de soir ou de nuit. Mais ça créait d'autres problèmes. Si on me dit que je n'ai pas le droit d'opérer mon patient qui a une cholécystite, il faut lui enlever la vésicule parce que ce n'est pas une urgence urgente. Pas de temps électif pour la faire. Je n'aurai jamais de temps électif pour la faire parce que j'ai juste des cancers. Ça fait des frustrations. Puis ça peut faire des conflits avec la planification, avec les anesthésistes ou les autres pour trouver quand est-ce qu'on peut opérer ces gens-là qui ont besoin d'être opérés, mais c'est une urgence vitale. Puis l'autre chose dont tu as parlé tout à l'heure, les transferts, disons, vers Montréal, ça semble relativement simple, mais lorsque ça devient une sorte de routine du point de vue professionnel, je ne sais pas pour toi, mais ça peut être une source de frustration, là, avoir le sentiment on évalue les patients, on les prépare, puis on les transfère pour leur traitement. On n'a pas fait un cours de chirurgie pour servir de gestionnaire d'épisodes de soins, je ne sais pas. Oui. Ben moi, de mon côté, j'ai jamais réussi à transférer assez de patients pour que ça vienne, parce que quelques-uns que j'ai pu transférer, mais pas la majorité, puis c'était surtout des gens avec des cancers du rectum qu'on allait envoyer en chirurgie colorectale, mais pour les chirurgies plus usuelles, c'était plus difficile de les transférer. On réussissait les gens plus urgents à quand même les opérer, c'est juste les délais les délais qui étaient plus longs. Mais on ne peut pas faire un corridor de service où tu transfères tout le monde d'une population de 500 000 personnes vers un autre centre. L'autre centre, ça serait comme il faudrait doubler l'autre centre parce que lui aussi a sa propre population à gérer. Exactement. Mais finalement, quand on réussit à transférer des patients, moi, j'étais juste soulagée parce qu'à un moment donné, plus que vouloir opérer, je veux que les patients soient opérés, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Il faut que quelque chose se fasse. Mais ça n'a pas été... J'ai pas eu un volume suffisant de ça pour te dire que moi, de mon côté, j'étais frustrée de les transférer. Dis-moi, bien, le gros, là, la situation catastrophique telle que tu l'as décrit, ça veut dire que ça fait 4 ans que ça dure, essentiellement. Là. Depuis le début de la pandémie, c'est comme si ça n'était jamais revenu. Là. En gros. Puis la deuxième année de la pandémie, en 2021-2022, ils ont même fermé l'urgence pendant 6 mois. L'hôpital de Gatineau était ouvert juste de 8 à 5 ou de 8 à 4. Comme un dispensaire. Comme un dispensaire, c'est une urgence majeure. Elle a fini par réouvrir, mais encore une fois, le personnel n'était jamais complet. Puis, en retour de pandémie, quand les choses sont revenues à une nouvelle normale, ça avait remonté un petit peu. On a eu un gros creux de vague pendant la pandémie, puis juste après. Puis après ça, c'est remonté, mais c'était quand même pas à des niveaux suffisants. C'était quand même une salle d'opération ou 2 par mois, puis les délais qui s'accumulent. Puis on a eu, je ne sais pas si vous avez eu ça à Québec, mais pendant la pandémie, il y a beaucoup de tests qui n'ont pas été faits. Il y avait beaucoup de retard dans les mammographies, les examens de routine. Les gens n'allaient pas voir leur médecin. Donc par le temps qu'ils nous voir, les cancers étaient plus avancés. Donc le traitement devenait plus urgent. Avec les consultations en oncologie, en radio-onco pour la chirurgie, on a eu un volume, comme un retour du balancier avec un plus gros volume, mais moins de ressources. Donc, même si la situation s'est
s'est amélioré un peu au point de vue personnel, puis un point de vue ressources, on avait plus de patients, donc au final, ça fait quand même un déficit net. Donc là, moi, je commençais à partir de 2022, là, je n'avais pas envisagé encore de partir. Je me disais, bon, est-ce que je peux prendre ma retraite plus tôt? Et là, tu as 40 ans, qu'est-ce que je peux faire pour... je ne me rendrai pas à 65 ans dans une situation comme ça. Je ne pensais pas à partir, mais je me disais, bon, il me reste 6700 jours avant ma retraite. Incroyable. C'est plate parce que j'aime mon travail. J'aime mon travail. Je n'étais pas capable de faire mon travail, puis c'était frustrant. Puis, à un moment donné, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, il y a peut-être un poste dans mon hôpital, qu'est-ce que tu en penses? Il y a une petite lumière qui s'est allumée, dit, OK, ben si ça ne va pas bouger en Outaouais, je ne vois pas comment ça va s'améliorer, puis je veux continuer à faire quelque chose que j'aime sans me brûler ou devenir complètement cynique, ben peut-être que c'est ça, la porte de sortie. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai décidé. Le déclic s'est fait. Le déclic s'est fait. On va en parler dans quelques minutes, mais à l'interne, là, disons, c'était quoi l'état d'esprit des troupes, là, mettons, ou qu'est-ce que vous entendiez de l'administration? Parce que moi, de mon point de vue, la situation que tu me décris, d'après moi, on ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a un cercle vicieux où c'est presque impossible de recruter dans des conditions comme celles que tu décris. C'est impossible. Faut comprendre que les infirmières qui vont aller, par exemple, au bloc opératoire, souvent vont faire un stage ou vont être un peu... certaines formes d'immersion qui va leur dire ça pourrait m'intéresser, puis finalement postuler. Mais imagine, tu es une jeune candidate en soins infirmiers, tu vas passer une journée au bloc opératoire de Gatineau, tu vas sortir de là, tu vas dire, d'après moi, les jeunes candidates vont dire jamais, là, elles vont entendre les discussions, les discussions de corridor, les discussions aux pauses, là, ça doit être... ça ne doit pas discuter de choses trop jojo, d'après moi. Là. Je ne sais pas, là, mais... Non, quand je suis partie, le moral était très bas. T'sais, à chaque semaine, on entendait parler d'une autre démission, d'un autre changement de poste, ou quelqu'un s'en allait. Fait que là, les gens qui restent, il en reste de moins en moins. La garde est de plus en plus difficile. Le moral des troupes s'effrite. Puis, effectivement, pendant ce temps-là, quand tu essaies de former... Puis ça prend du temps de former une infirmière de salle d'opération. C'est des mois et des mois. Donc, tu as plein de gens en formation. On avait un taux de rétention de moins de 10% des gens qui étaient en formation au bloc opératoire. Puis, effectivement, les gens qui arrivent, même si c'est une job qui est super intéressante, tu vois tout le monde qui est déprimé, tout le monde qui parle de chercher un poste ailleurs. C'est pas attirant pour des nouvelles candidates. Donc, oui, l'attraction puis la rétention était difficile. Je ne sais pas combien sont rendus maintenant, mais je sais qu'il y a eu plus de démissions après que je sois partie. Il y a d'autres gens qui sont rentrés, veulent pas, parce que sinon, il ne resterait personne. Mais ça te prend un nombre minimum. Tu as besoin d'un seuil critique en delà duquel tu n'es pas capable de tenir la baraque. C'est un cercle vicieux, justement, comme tu dis. Là. Le plus qu'il y a des gens qui partent, moins il y a des gens qui veulent rester, puis il y a des gens qui restent, songent à partir. Mais oui, on était dans cette spirale de la mort-là quand je suis partie. Oui, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait au niveau administratif, au niveau de la gestion. Puis ça, parce que je ne suis pas dans les soins infirmiers, mais ça semblait manquer d'une certaine flexibilité là, pour essayer de pallier la situation. Donc ça faisait partie des frustrations que j'entendais des infirmières. Mais oui, le moral était très, très bas. Ah ben. Puis quand tu parles de taux de rétention de 10%, là, je ne sais pas dans vos milieux, mais je présume que ça doit... Ils ne rendent pas des candidates à toutes les semaines. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des affichages de postes, en tout cas, donc peut-être 2 fois par année, affichage de postes. Par exemple, s'il y a 10 personnes qui postulent pour travailler au bloc opératoire de Gatineau, les 10 vont être engagés. Là, il y a une période de formation de plusieurs semaines, puis tu arrives au bout de cet exercice-là, puis il y en a une qui reste sur les 10. C'est comme ça, c'est ce que je comprends. Oui, puis là, on peut être 6 mois avant d'avoir une autre entrée lors du nouvel affichage. Donc, c'est pas quelque chose comme dans une entreprise privée où on en rentre 5 par semaine. Là, c'est complètement différent. Là. Non, effectivement. La plupart des gens vont lâcher en cours de formation. C'est ça. C'est correct. C'est le poste. Puis c'est pas fait pour tout le monde, le bloc. Non, c'est ça. C'est bien correct. Mais ce qui est triste, c'est que les gens, c'était des filles, des hommes qui étaient des bons infirmiers, qui avaient de l'intérêt, puis du potentiel, puis tout ça. Puis que c'est plate que ces gens-là, à cause des conditions, à cause du moral, ont décidé de laisser tomber et de faire autre chose. C'est vraiment triste parce qu'on a perdu beaucoup de bons candidats.
Puis non, ça se rue pas aux portes, là. Il n'y a pas toujours des gens en formation. J'espère que la situation s'est améliorée depuis ce temps-là. J'avoue que pour les soins infirmiers, je ne sais pas trop en termes de rétention. Honnêtement, je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer. J'essaie de voir, là, mais je ne sais même pas comment ils réussissent même à garder juste la garde s'ils sont 10. Oui, non, c'est... Effectivement, c'est... Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Avais-tu l'impression que l'administration était un peu déconnectée de la réalité ou ou ils sont du terrain, disons, parce qu'au niveau provincial, parfois, je me questionne un peu, mais au niveau local... Ouais, oui, j'avais l'impression qu'il y avait une déconnexion, puis ça, je peux pas en parler très en détail, Okay. là, mais après, j'ai tout ça de seconde main des infirmières qui disent ce que la gestion fait, donc il faut prendre ça avec un grain de sel, mais c'est sûr que j'entendais les histoires de frustration, mais oui, j'avais l'impression qu'il y avait une déconnexion quand tu as des gens qui sont là, tu as peu de personnel, puis eux viennent avec des solutions pour dire, OK, voici comment est-ce nous, on pourrait voir comment les choses seraient améliorées, au moins garder le personnel qu'on a, puis la gestion dit non, ou le syndicat dit non. Des fois, quand tu as une rigidité de suivre les règles, c'est pas productif parce que dans une situation exceptionnelle, il faut avoir des solutions exceptionnelles aussi. Puis c'est comme si le système n'était pas adapté à être flexible. Je me rappelle d'une infirmière qui avait lâché son poste pour aller travailler ailleurs, mais elle disait, moi, je peux venir faire des soirs, des fins de semaine, j'ai pas d'enfants, je peux venir te porter main forte, puis la gestion lui a juste dit non, écoute, t'as lâché ton poste, tu peux pas. Il me semble que des solutions auraient pu être plus flexibles, justement, pour au moins donner un coup de main, au moins temporairement, mais je voyais beaucoup de rigidité, beaucoup de frustration par rapport à ça. Ouais. C'est sûr que moi, je ne suis pas un spécialiste de la chose syndicale, mais ce que j'entends aussi, c'est que pour que les choses s'améliorent, il faudrait peut-être que les syndicats donnent un peu de flexibilité, là, mais je peux pas... Souvent, on entend de la part des administrateurs, telle mesure ou telle structure qu'on voudrait mettre en place, c'est impossible en raison des règles syndicales ou le syndicat va refuser. Souvent, même avant même d'aborder la question, les gens vont dire non, le syndicat n'acceptera jamais ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de rigidité de la part des deux côtés. Exactement. Finalement, il n'y a rien qui se règle. C'est drôle parce que tu fais référence dans ton article également au fait que les gens d'Outaouais sont des gens du Québec, on paye leurs impôts, tout ça. Puis toi, tu as quitté au printemps, je pense, ou... Je suis quitté l'été dernier. OK, donc, parce qu'au Congrès, cette année, sans citer les personnes, il y avait une présentation sur la chirurgie robotique. On a un collègue de Montréal qui parlait à quel point c'est extraordinaire, puis c'est un bon ami, là. En fait, on peut le nommer, c'est Pierre Garneau, là. C'est une excellente présentation, puis il parlait du fait que je pense qu'il avait 2 robots à Sacré-Cœur, sur le point d'en acheter un peut-être, ou qu'il y a une clinique privée à Montréal qui est sur le point de faire l'acquisition d'un 3e robot pour faire de la chirurgie bariatrique. Puis je te jure, quand il a dit ça, j'ai pensé à toi. Puis là, j'ai dit, la médecine à 2 vitesses, elle existe, mais c'est pas une compétition entre le privé et le public.
c'est à l'intérieur même du réseau public. Alors, pendant que les gens en Outaouais n'ont aucun accès ou pratiquement aux soins en temps opportun, j'ai un collègue à Montréal qui a accès à 3 robots. Je sais pas, moi, ça m'a frappé cette journée-là. J'ai dit, la médecine à 2 vitesses, c'est pas entre le privé et le public. C'est à l'intérieur même du public. Selon les régions. Aussi. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là cette journée-là. Moi, ça m'a viré à terre, cette présentation-là aussi. Puis les gens qui parlent Elle était très bonne, donc ce n'est pas une critique de Pierre Garneau. Non, puis je suis d'accord que, tu sais, il faut innover, puis la voie du futur, c'est la robotique, puis, tu sais, je veux pas empêcher tout progrès dans la province, tu sais, c'est beau d'avoir des projets, puis de l'innovation, puis de l'expertise, puis de la technologie, puis c'est fantastique, mais c'est hallucinant que, justement, tu peux mettre de la technologie incroyable dans des petits centres, des gros centres, mais des plus petits centres. Il y a des plus petits hôpitaux là, qui veulent se créer de robots, puis tant mieux pour eux. Mais pendant ce temps-là, dans le même Québec, dans le même pool de payeurs de taxes, dans la même population, tu as des gens dans une grosse ville qui n'ont pas accès à même une chirurgie simple pour une pathologie de base. Puis là, tu peux avoir de la robotique à 2 heures de route. Moi aussi, ça m'a sidéré. Il y a une médecine à 2 vitesses, je suis très d'accord. Tu peux rajouter à 3 vitesses si tu rentres le privé dans l'équation. Même à l'intérieur du public, pourquoi est-ce que le patient de Montréal va clairement avoir des meilleurs soins puis en temps opportun par rapport aux patients de la Côte-Nord, par rapport aux patients de l'Outaouais? Comment est-ce que ça, c'est juste? Il y a certains endroits où tu peux pas t'attendre d'avoir tous les services dans des endroits très, très isolés. Exactement, c'est ça que... Si tu es dans le Grand Nord du Québec, tu ne vas pas avoir ton neurochirurgien sous la main ou ta chirurgie cardiaque ou ton robot, puis je pense que tout le monde peut s'entendre que c'est juste impossible. Ben, je pense que ça a toujours fait partie de l'équation, ça, puis les gens l'acceptent. Il y a des statistiques là-dessus. Là, si tu as un accident de la route dans le Grand Nord, ta mortalité va être plus élevée. Là. Je veux dire, c'est... Ça, c'est plate, mais c'est attendu. Ça fait partie un peu de... C'est ça. Ça fait partie de cette situation géographique-là, là, la démographie n'est pas là. Mais dans des grandes villes, un grand centre, tu t'habites dans une ville de 500 000 personnes, tu es à côté de la capitale fédérale, tu es à 2 heures de route de la métropole québécoise, puis tu peux pas te faire soigner, ça n'a comme pas de bon sens. Il y a une patiente, des patients qui ont eu des situations, mettons, en plastie, dans la dernière année, qui ont dû prendre leur voiture pour leur consulte, puis conduire jusqu'à Montréal pour avoir des soins pour des affections graves qui ont nécessité des amputations. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens que ça soit ça la réalité au Québec en 2024. Alors, on a les connaissances, on sait mieux que ça, on a techniquement l'infrastructure pour soigner les gens. Les ressources ne sont pas mises à la bonne place. Si on manque de ressources, qu'on n'est pas capable de garder les ressources dans une grosse ville, puis il y a une volonté politique qui manque. Puis pendant des années, la situation est passée sous silence. Tu avais la direction de l'hôpital qui ne faisait pas de bruit sur la situation, puis la classe politique qui fermait les yeux puis qui se bouchait les oreilles. Puis même quand on les interpelle pour dire « Hey, ça va mal, c'est en train d'imploser », on n'entend rien. On entend « Ah, écoutez, on est au courant de la situation, on va déployer notre SWAT team d'infirmières, ou on prend la situation au sérieux, ou on est en train de vous bâtir un nouvel hôpital qui va ouvrir en 2035, ça va régler le problème. » Mais dans l'intervalle, les gens ont besoin d'être soignés, puis j'entends rien. Dans les médias, je cherche activement des nouvelles, puis je vois rien. Je serais curieux, comme Santé Québec est en train de faire le tour du Québec, là. Donc, ils sont allés vous visiter. Ah, mais t'étais parti. Mais écoute, il parlait un petit peu de la région de l'Outaouais, là, puis j'ai dû relire 2 fois pour être sûr que c'était bien de l'Outaouais, là. Tu sais, c'est des visites. Je sais pas ce qu'il se dit dans ces réunions avec les directeurs généraux, tout ça, mais finalement, c'est une visite positive, là, en Outaouais. Puis, on a discuté un petit peu des enjeux liés à l'accès, mais on a vu des équipes vraiment motivées, des initiatives mises en place. C'est comme, OK. Les équipes sont motivées, mais je veux dire, ça manque. Les gens qui sont là, c'est du bon monde, puis ils veulent. Il n'y en a juste pas assez.
il manque de ce bon monde-là. Puis oui, Santé Québec, on s'est fait dire Santé Québec va régler le problème, mais à ce moment-là, Santé Québec, c'est un organigramme. Là. Je veux dire, c'est pas encore implanté. Puis de dire que il y a une sous-estimation chronique de la situation. Le premier ministre puis le ministre de la Santé était passé une couple d'années passées, puis le premier ministre avait dit qu'il n'y en a pas de problème de santé en Outaouais pendant que tout le monde est en train de se débattre dans l'eau puis en train de se noyer. Il dit non, tout va bien. C'est frustrant. Mais ça veut dire que si le premier ministre dit ça, deux choses, là, soit il se ferme les yeux, ou soit il n'a pas la bonne information. Mais tu comprends que s'il rencontre le directeur général de ton hôpital, puis ou que ce soit un autre hôpital où il y a des difficultés, puis que les gens, on dirait que les administrateurs essaient tout le temps un peu d'enjoliver la situation de leur institution. C'est toutes des visites positives. Je veux dire, je regarde moi parce que je suis un peu là, toute cette petite activité-là sur les médias sociaux, dont LinkedIn. Là, tous les dirigeants du réseau sont sur LinkedIn, puis toutes les visites, c'est tout le temps extraordinaire. C'est extraordinaire. Je te dis, là, ils font le tour du Québec, ils sont allés sur la Côte-Nord, puis c'était très, très positif. Puis ça va pas bien du tout sur la Côte-Nord. Je sais pas si tu as vu le président de la fondation de l'hôpital de Baie-Comeau qui a fait 4000 km d'avion pour aller à Québec, puis ensuite qui ne pouvait pas retourner chez lui parce que Baie-Comeau ne voulait pas le reprendre. Il n'y avait pas de place. Alors, si je ne me trompe pas, finalement, il a fini par s'améliorer. Là. Il était à l'hôpital Laval, il attendait son transfert. Il est retourné chez lui en voiture, je pense. Parce que sinon, il était comme emprisonné à Québec, dans un hôpital. Oui. Il y a vraiment comme deux univers parallèles entre ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on entend officiellement. Ben oui, exact. Les visites d'agrément, tout va bien. Les visites gouvernementales, tout va bien. Selon la direction, ça fait pas plus de vagues que ça, mais ça devrait faire plus de vagues. Puis je sais pas qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des morts spectaculaires pour que ça fasse les médias? Puis quand ça va se passer, est-ce que ça va être pendant 2 semaines, on va en parler, puis là, on n'en parle plus? Cet été, ils ont parlé du plan de contingence du CISO d'Outaouais. Si jamais ils perdaient plus de personnel, il y avait un plan en étapes qui commençait par fermer la salle d'opération à Gatineau, fermer le scan à Gatineau, envoyer tout le monde à l'hôpital de Hull, shipper la pédiatrie, puis la néonatalité, puis la gynéco à l'hôpital de Hull qui n'a pas d'obstétrique depuis 30 ans. Puis, c'était un plan de contingence qui était digne du tiers-monde. Puis, à ce moment-là, la classe politique s'était réveillée. Il y avait un député fédéral qui avait fait une sortie pour se faire dire par les gens du provincial « Hey, c'est pas de tes affaires, la santé. » C'est provincial. C'est provincial. Puis ça, c'était la plus grosse réaction que j'ai entendue. C'était « OK, c'est pas de tes affaires, mêle-toi-en pas. » Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Le provincial, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, on a entendu parler des députés un petit peu, puis on a entendu Mme Lebel parler un petit peu pour dire que non, c'est pas vrai qu'on était sous-financé, puis qu'on va peut-être envoyer un SWAT team. Puis là, après ça, on est passé à autre chose. Puis là, on n'entend plus parler. Pourtant, la situation est pas plus rigolote. Fait que oui, il y a un double discours. D'un côté, on se ferme les yeux, on se bouche les oreilles, puis on attend le cycle électoral. Je sais pas trop. Je peux pas dire que je connais les motivations des directeurs ou des politiciens, mais ce que je sais, c'est que c'est déconnecté complètement de la situation. J'ai vécu 1 an en Outaouais, moi, quand j'ai fait un fellowship à Ottawa. Puis, je dois te dire que là, on parle beaucoup de l'hôpital qui va mal, puis j'imagine que ça a dû être un deuil pour toi, parce que l'Outaouais, comme tel, moi, je trouvais que c'était une région extraordinaire, là. Moi-même, quand j'étais là en 2004, je me suis dit, peut-être que je resterais si on m'offrait quelque chose. C'était du côté ontarien, là, je dois dire, donc j'aurais fait partie du problème, pas de la solution. Mais la région comme telle, j'imagine que tu es parti à regret un peu, ou... Ah oui, c'est une belle région. Il y a le parc de la Gatineau, qui est un super parc pour faire du plein air, pour faire du vélo, pour faire du ski, pour du ski de fond. Il y a des petites montagnes pour commencer du ski alpin. Pour élever des enfants, c'est génial. Tu as Ottawa qui est à côté. Il y a des tonnes de musées. Tu as plein d'événements culturels qui se passent là-bas. Tu as une scène restaurantesque intéressante. Tu as des universités. Puis c'est beau. C'est une belle région. Puis... non, moi, je me voyais faire ma vie là, puis mes enfants fassent tout leur parcours là-bas, puis c'est une belle région, là, où effectivement, là, c'est pas de gaieté de cœur que je suis partie. Si les conditions de travail avaient été belles, je serais restée.
Là, on va faire, j'ai eu un poste ailleurs, là, je suis très bien ici, je travaille à la Cité de la Santé de Laval, puis bon, ça me rapproche de ma famille et tout. C'est une belle région aussi, mais l'Outaouais a certainement des choses à offrir. Je pense que c'est une région qui est méconnue de la population québécoise. Il y a vraiment des belles choses. Oui, si je suis pas partie en courant puis en étant heureuse de m'en aller. Là, c'était une belle région. Donc, le petit déclic, c'était en 2002 de peut-être partir, puis la décision finale, ça s'est pris rapidement ou ça a été comme une torture mentale ou... La torture mentale n'a pas été trop longue parce que j'ai vécu la torture mentale pendant des années avant, la frustration quotidienne, la détresse morale, justement. J'avais de la misère à dormir. À chaque fois que j'allais au travail, chaque jour, il y avait plein de frustrations sur tous les niveaux. Et qu'à partir du moment où j'ai eu le déclic, la décision s'est prise assez rapidement. OK. Mais parce que ça faisait des années que ça se préparait subconsciemment, mais quand j'ai su que ma solution, c'est de partir, moi, je ne peux pas changer le système, puis le système est en train de m'achever pour la préservation personnelle. Si j'étais en fin de carrière, je serais restée là-bas, mais là, je suis en carrière, donc c'est le moment. C'était pas une décision joyeuse, je te dirais, parce que j'aimais l'Outaouais, j'avais une belle équipe, mes collègues chirurgiens, les autres spécialistes, les autres médecins, les infirmières, c'est une belle gang, j'aimais beaucoup mon monde, j'avais des patients que je suivais depuis des années, donc c'est pas de gaieté de cœur que je suis partie, mais il fallait pour pas que je fasse un burn-out, que je devienne complètement blasée ou que je décide de juste lâcher. Je pouvais pas rester dans un milieu comme ça. Je pouvais pas concevoir de continuer des années encore dans un système dans lequel je voyais pas il n'y avait pas d'embellie à l'horizon. C'est-à-dire qu'on va taper 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis après ça, les choses vont s'améliorer, mais ça, je le voyais pas. Exactement. Puis j'espère encore que ça va se passer, mais dans des circonstances comme ça, je vais sauver ce que je peux. Est-ce que la culpabilité est rentrée quelque part en ligne de compte? Te sentais-tu coupable de quitter ou... À ce moment-là, on était à Gatineau, on était 7 chirurgiens à Gatineau, il était 5 à Hull. Je me suis permis de ne pas me sentir coupable en me disant que c'était pas moi le goulet d'étranglement dans cette situation-là. Il ne manquait pas de chirurgiens quand j'ai décidé de partir, que c'est relativement facile de me voir, mais me voir, malgré tous mes charmes, c'est pas ça qui va guérir le patient. Il faut avoir la machine alentour. Puis, donc, le fait que je parte n'allait pas faire une différence en termes du soin des patients. J'ai pris soin de bien transférer mes patients à des collègues ou d'assurer leur suivi ou d'écrire leur médecin de famille. Ou de ce côté-là, je considère que j'ai bien fait les trucs, donc je ne laissais pas personne en suspens. Donc, j'avais pas rationnellement, je n'avais pas de culpabilité de ce côté-là. Émotionnellement, toujours un petit pincement au cœur quand je pense à ma gang qui reste encore là-bas. Puis depuis que je suis partie parce que je trouvais la situation invivable. Depuis que je suis partie, les choses se sont détériorées beaucoup plus. Incroyable. Donc maintenant, quand je pense à ma gang qui était à Gatineau, un plus gros pincement au cœur, il y a d'autres chirurgiens qui sont partis après moi. Donc là, maintenant, il y a un problème d'accès, de nombre de chirurgiens. Donc c'est... Quand j'y pense, j'ai toujours le petit pincement au cœur. Pas de regret, par contre, j'imagine? Non, j'aurais pas pu continuer. Je trouve ça déjà impossible. Donc maintenant, ça serait pas vivable non plus. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-3686.
2500. Tu me parlais, avant de conclure, de ta nouvelle pratique. Parce que tu sauras me le dire, mais lorsqu'on change de milieu de pratique, même après 15 ans ou 20 ans, c'est une source de stress quand même, hein, parce qu'on recommence à zéro un petit peu. Hein. Oui. Parce qu'il faut réussir à faire une bonne première impression. Tu sais, à nouveau, là, tu sais. On est comme en début de pratique un peu, je trouve, mais avec plus d'expérience, mais ça fait revivre toutes sortes d'émotions, je trouve. C'est particulier. Je suis allée à la Cité de la Santé de Laval. C'est un gros hôpital. C'est le seul hôpital sur l'île de Laval. La plus grosse urgence du Québec. Puis là, effectivement, tu arrives même à 14 ans. Veux pas, il y a des différences entre chaque milieu. Juste me retrouver géographiquement dans l'hôpital. Tu sais, j'ai passé mes premières journées à me perdre dans l'hôpital. Puis oui, c'est drôle, hein, parce qu'effectivement, ça faisait 14 ans que je pratiquais. Puis, dans mes premières gardes, j'ai vu plein d'affaires que je n'avais jamais vues de ma vie. On dirait que les hasards, c'est ça. La première garde que j'ai faite, avant 4 heures d'après-midi, j'avais déjà 12 consultations. La moyenne d'âge de mes patients, c'était 90 ans avec des pathologies bizarres. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est ça? Mais les choses se sont stabilisées. Puis là, maintenant, j'ai des cas normaux avec mes patients ne sont pas tous des centenaires. Mais c'est comme si au début, là, tout rentre dedans. Puis oui, trouver tout le monde. Puis il y a des grosses équipes. Donc, se rappeler des noms de tout le monde, c'est un nouveau milieu, là, mais ça s'est très bien fait, puis je suis très, très contente de là où je suis présentement, puis d'avoir un milieu fonctionnel. C'est de pouvoir rentrer à la maison, puis mon mari me dit comment était ta journée? Puis je dis, écoute, je viens de te raconter, tout s'est passé comme ça se devait. Tu sais, j'ai vu mes patients, j'ai demandé mes examens, je les ai cédulés, puis je sais quand je vais les opérer, puis tout va bien. Ça vaut de l'or en barre, là. J'ai pas de regrets, je suis contente de là où je suis. C'est la pratique à 2 vitesses. C'est la pratique à 2 vitesses. Puis je suis à 200 km de là où j'étais, puis c'est un univers de différence. Puis pourquoi est-ce que j'ai droit à ça ici, puis pas là-bas, c'est une injustice, puis c'est politique, puis c'est administratif, puis c'est frustrant. Incroyable. Écoute, Farah, j'espère que ce que tu dis aujourd'hui va résonner dans quelques oreilles qui sauront t'écouter, là, donc... mais écoute, tout ce que tu m'as dit, j'en connaissais une grande partie, là, mais c'est incroyable, là, je veux dire... il y a un seuil en bas duquel on passe, puis ça devient intenable. Là, tu le racontes très bien. Là, oui. Je ne sais pas si, à date, il n'y a pas grand-chose que j'ai entendu. J'ai vu plusieurs personnes qui ont fait des sorties dans les médias. Puis effectivement, ça fait comme une petite vaguelette dans l'eau, puis on n'en entend plus parler. Puis j'espère que la situation va être prise au sérieux. Je sais pas. Mais à ma connaissance, tu me corrigeras, il n'y a jamais eu, mettons, une sortie publique des administrateurs en Outaouais, conférence de presse pour dire le bateau coule. Vu. Il y en a eu des conférences de presse du bateau coule. Il y a Peter Bonneville, qui est le président intérimaire de CMDP, qui est sorti. J'ai vu je le sais parce qu'il me l'a texté, puis j'ai vu les articles, mais après ça, j'en ai pas entendu parler. Il y a une coalition qui est partie qui s'appelle SOS Outaouais, qui est partie par la fondation de l'hôpital de Gatineau, qui est un regroupement de gens de comité de patients, des gens, des activistes dans la région d'Outaouais qui essaient de faire, qui essaient de faire reconnaître le problème. Ils essaient de faire des vagues, un peu comme SOS Montfort à l'époque, quand ils voulaient fermer l'hôpital de Montfort, puis ils ont bâti une coalition qui s'appelait SOS Montfort pour sauver l'hôpital de Montfort qui était menacé de fermeture. Dans leur cas, ça a marché. L'hôpital de Montfort vit toujours très bien maintenant, puis ça s'est amélioré avec le temps. Donc, SOS Outaouais essaie de faire la même chose avec l'Outaouais. Ils veulent faire reconnaître le problème. Les gens peuvent acheter des pancartes, recevoir des pancartes, mettre sur leur terrain. Ils font des sorties médiatiques. Mais moi, je les vois passer parce que je les ai cherchés, mais je ne sais pas à quel point ça fait des vagues. Il faut que la population soit choquée. C'est leur système de santé. Il faut que les gens se réveillent et qu'ils en parlent, mais à date, tout ce que j'ai vu, ça lève pas. Les gens essaient de faire des sorties, mais je ne vois pas de répercussions. Ça lève pas. À suivre. Écoute, on va conclure sur une note plus ludique, donc la petite section baguette magique, mais là, j'imagine que la première réponse va être facile, mais si je te laissais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui?
Juste une vraie reconnaissance des problèmes, puis qu'on agisse sur la reconnaissance des problèmes à la place de les cacher, les enfouir ou d'attendre les prochaines élections. Là. Qu'il y ait des actions concrètes par rapport aux problèmes, que j'aimerais que les décideurs écoutent les gens sur le terrain, qui mettent des solutions pragmatiques. Au moins reconnaître qu'il y a un problème, ou l'accepter. Ouais, ou le... Ça, dans les alcooliques anonymes, la première étape, reconnaître qu'il y a un problème, ça devrait être ça. Le reconnaître. À partir du moment où tu reconnais, au moins, tu peux faire des actions, mais quand on dit tout va bien, si tout va bien, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver des solutions. Exact. Donc, on ne fait pas de trouver des solutions ou les implémenter. Disons haut et fort qu'il y a un problème, puis agissons dessus de façon intelligente. Et si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, la question la plus difficile? La question la plus difficile? Là, je vais tricher à cette question-là, puis je vais dire que j'aimerais rencontrer mon arrière-petit-fils ou mon arrière-petite-fille dans le futur. OK. Voir. Comment ça va? Rencontrer mes descendants. Oh! Savoir l'histoire familiale, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le changement pour l'hôpital Laval a été déterminant dans la lignée? Mes enfants étaient déjà fait. Que là, ça n'en tient qu'à eux de voir. Non, mais c'est-à-dire que tu pourrais, toi, éventuellement, peut-être dans 200 ans, les gens vont dire, ben là, tu sais, quand grand-maman Farah a déménagé à l'hôpital Laval, il est arrivé telle chose. Puis c'est ce qui fait que finalement, je suis devenu premier ministre. Peut-être l'effet papillon, peut-être que ça va avoir créé des vagues qui vont se répercuter dans l'univers, je ne sais pas. C'est un bon choix quand même, c'est la première fois comme ça. J'aime. As-tu une cause qui tient à cœur? Je vais te répéter la Fondation de l'hôpital de Gatineau. OK, tu restes quand même... Sinon, j'aime beaucoup le Centre Se Reconstruire, qui a été décoré par Cathy Guimond pour les survivantes de cancer du sein. Elle fait beaucoup de beau travail avec cette patientèle-là. Je la soutiens à 100%. Je l'ai rencontré d'ailleurs. J'ai eu comme invité. Puis je suis allé visiter leur... c'est une belle bâtisse. Je sais pas si es-tu allé visiter... Non, je ne suis pas allé. C'est une belle bâtisse dans le Vieux-Longueuil. Là. C'est à côté de l'église. C'est assez paisible. C'est un bel endroit, là. C'est comme un bâtiment qui doit avoir une centaine d'années, là. Puis sur 2 étages, là. Puis il y a des salles de traitement. Puis c'est un bel endroit, là. Ça a l'air d'une petite auberge un peu. Oui, c'est une bonne cause. Je sais que les patientes que je connais qui sont allées là-bas sont tellement satisfaites. Ils sont satisfaites, c'est ça. Écoute, Farah, ça fait un excellent tour d'horizon, donc merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Bonne chance pour la suite. Merci. On se revoit bientôt. Yes. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.